Salut à tous, salut à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je pense que déjà, comme ça, ce sera mieux. Donc, si j'enlève le son, on va faire déjà ça, ce sera pas mal. Vous m'entendez bien? Dites-moi un petit peu dans le chat. On va pas faire un merci, merci Quick03. Alors pour le moment c'est un petit peu le bordel parce que j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est un peu comme d'hab. Mais vous savez quand Ryan n'est pas là, on est un peu perdu. Enfin moi au moins je suis un peu perdu. Donc c'est pas tout à fait des Bafac Kit 0408. je, je vous entends, je vous lis en même temps puisque j'attends un jeton que doit m'envoyer notre ami Ben. Donc c'est un peu un chat sur les maillots de l'OM. Puisque vous avez pas dû rater cette info, logiquement, l'Olympique de Marseille a reconduit son partenariat avec Puma. Donc je me suis dit, j'ai écrit un article dessus et je me suis dit que ça pouvait être sympa du coup d'en parler ensemble et puis voilà de mettre aussi un peu en avant le travail qu'on fait pour le site payant. Donc, je remercie le numéro de téléphone qui me dit t'es le meilleur. Merci beaucoup, merci. Et donc voilà, on va parler des maillots Puma aujourd'hui. Alors, j'ai un petit peu travaillé le sujet, donc on va lire, on va faire un peu comme on faisait à l'époque où on faisait des revues de presse. Et d'abord, en fait, je voulais commencer par une question assez simple. Qu'est-ce que vous pensez vous des maillots Puma depuis que Puma est devenu l'équipementier de l'OM? Vraiment, ça m'intéresse parce que j'ai vu des gens des gens très négatifs là-dessus qui qui étaient vraiment pour qui c'était la fin du monde en fait ce partenariat entre Puma et l'OM. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, vraiment en toute objectivité. Parce que voilà, je pense que je suis un peu comme toi, Géronimo 67300 qui dit bien, sauf le troisième de cette année. C'est un petit peu ça. Donc Quick03, tu dis ils sont pas ouf sérieux. Moi je trouve souvent que les premiers et les deuxièmes maillots sont vraiment bien quoi. Si on cherche, c'est quoi la première année 2018, 2019. Je vais peut-être ouvrir ça sur un autre la collection complète. Je trouve que c'est honnête en fait ce qu'ils font Puma et en sachant que j'ai aucun, j'ai rien quoi. J'ai rien du tout à voir avec Puma. Ils ne me payent pas. si S'ils veulent le faire. Voilà, mais même ça m'intéresse pas en fait. Go Back Mill qui dit je valide fortement les maillots, sauf les third, ils sont horribles. Ouais, c'est un petit peu, je pense qu'on est un petit peu tous là-dessus quoi. On est un petit peu tous sur ce consensus. Ce serait pas mal si j'arrivais à me mettre comment dire. Attendez, je vais essayer un truc, on va voir ce que ça donne. Euh, voilà, donc ça, on va le mettre, on va peut-être le mettre. Oh putain, la technique, c'est dur. Sachez-le. Il ne veut pas partir. Voilà, donc ça, si on le met là dans un coin. Attendez, hein, je suis un petit peu en mode. Voilà. Et donc, et là à l'écran, vous voyez ça. Et moi, je peux voir à côté le chat. Et non, je vois plus le chat. Et c'est fatigant. C'est fatigant la technique. C'est pas bien la technique. Si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez encore? Non, ok, c'est bon. Alors, je vois que Donchino13 s'est abonné. Merci, son cinquième mois d'abonnement. Merci à toi. Celui en Coupe d'Europe, c'est une honte de ne pas avoir le logo du club. Ça dépend du joueur à l'intérieur du maillot. Euh,
Salut Mourad, tu sais si le club peut refuser de porter un maillot, par exemple le troisième maillot que Puma a utilisé? Je pense pas, et puis je pense aussi que c'est validé quelque part avec le club que tu peux pas leur faire porter n'importe quoi non plus. Et donc par rapport au troisième maillot, c'est clair que cette année ils ont complètement craqué, je trouve Puma. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment dommage parce que vraiment moi dans l'ensemble, je trouve ça plutôt beau ce qu'ils font. Par exemple, si on va chez nos amis de Footpack, voilà, par exemple, le maillot de cette année, franchement, il y a pas grand-chose à dire. Alors si, enfin, on peut redire au niveau esthétique, on aime ou pas le choix le rappelle un peu. 1991, normalement, on aime tous ce rappel après. Est-ce que c'est réussi? Bon, c'est chacun en décidera, mais dans tous les cas, ça respecte les couleurs. C'est plutôt sobre. T'as pas des trucs chelous devant. Puis aussi, quand on a eu ces maillots en main, on s'aperçoit que c'est plutôt d'une qualité, enfin le matériel, tout ça, c'est plutôt honnête, je trouve. Après, je suis pas forcément, hein, je vous dis, moi, je suis pas un spécialiste des maillots. Je juge simplement le design. Le premier maillot, je le trouve très bien, voilà. Le second maillot, bon, ça devient c'est déjà un peu particulier, mais on reste dans des tons plus ou moins proches de l'histoire du club. Et là où ça part en cacahuète, c'est ce maillot qu'on vend sur le Vieux-Port, quoi. Ça, on dirait vraiment les maillots qu'on vend aux touristes sur le Vieux-Port, quoi. C'est moche. Enfin, c'est vraiment moche et c'est pas, enfin après c'est un parti pris esthétique de Puma. Franchement, je trouve ça complètement raté et et ça me fait penser d'ailleurs, ça me fait penser à un truc hier j'ai croisé un mec hier ou c'était peut-être avant-hier sur le Vieux-Port, j'ai croisé un mec avec le maillot de Fenerbahçe et je me suis dit mais putain mais pourquoi il a acheté le maillot Third quoi? T'as un maillot, le maillot de Fenerbahçe franchement il est beau quand même, c'est un beau maillot et pourquoi tu vas acheter le maillot Third quoi? Le maillot Third qui est tout moche et qui est voilà un maillot du marché aux puces. Je comprends vraiment pas leur délire là-dessus à Puma. Ils ont craqué. Bon après je peux imaginer que c'est un délire marketing. On fait ça très très simple en mettant le nom des villes, le nom des clubs, ce genre de conneries, vraiment pour simplifier, pour simplifier à mort et pour mettre en valeur la marque, mais c'est moche, je trouve ça vraiment raté. Et je pense qu'on est nombreux à partager cet avis. Donc je pense que par contre, si on est nombreux à partager cet avis de dire que ce maillot est moche, il ne faut par contre pas l'acheter. Parce que c'est ça la dinguerie avec ce genre de truc horrible, c'est que les gens les achètent ces maillots-là. Moi, je comprends pas. À chaque fois, tous les ans, j'ai l'impression qu'on me dit, oui, mais vous savez, il y a ce troisième maillot, il est horrible. Et puis tous les ans, enfin 3, 4 ans après, je vois que c'est les maillots qui ont survécu. Je me dis, mais putain, comment ça se peut? Enfin, je comprends pas. Après, il faut aussi que les supporters suivent ce qu'ils disent. Et Mousse fait bien de souligner qu'en plus ce maillot, c'est celui de Nice OM, de Lyon OM. Je peux plus le voir. Je pense que c'est aussi celui de Galatasaray OM qui était un bon match de merde aussi. On peut le dire. Donc ouais, en effet, ce maillot c'est une plantade complète. Franchement, je comprends pas. Mais de manière générale, je trouve que les maillots de l'OM, voilà, c'est plutôt les maillots de l'OM sous Puma. Je trouve que qu'ils ne se foutent pas trop de notre gueule, quoi. Que c'est pas n'importe quoi, qu'on ne fait pas n'importe quoi et que ça c'était le premier maillot, donc euh, voilà, ça c'était le premier maillot de l'OM. On voit peut-être pas super ici si on le met en grand écran. Ouais, c'était bon, ça nous rappelle des mauvais souvenirs parce que c'est une belle saison de merde, hein, on peut le dire. Mais voilà, premier maillot blanc, second maillot noir. Le troisième maillot, là aussi, c'était sobre. Franchement, autant faire sobre et simple. Mais ça, il faut le dire aux équipementiers. Donc
Donc je trouvais ça réussi et je pense qu'encore les plus réussis, ça devait être ceux de, c'était qu'en 2019-2020, je pense, avec Villas-Boas. Ils étaient vraiment beaux ceux-là. Ils étaient vraiment beaux. Est-ce que je vais le retrouver quelque part? Bien sûr que non, c'est toujours comme ça. Voilà. Ah, Footpack, on peut toujours compter sur eux pour avoir ce qu'il faut. Ça, franchement, c'est ce que je demande à un maillot de l'OM. On a un truc simple, les petites rayures là, c'était bien joué. Je trouvais que c'est ce qu'il faut quoi. C'est bien joué, c'est propre. Tu respectes les couleurs du club. Tu fais un truc blanc bleu comme ça. Moi, celui-là et le maillot extérieur, pareil, couleur de l'OM. Tu as ce truc pour rappeler le toit du Vélodrome. Bon, si on le sait, on y pense, mais dans tous les cas, c'est original, mais pas original dégueulasse. Donc c'est plutôt réussi. Et celui-là, c'était le toit du Mucem, je pense qu'il voulait faire rappeler. Bon, ça c'est chacun jugera est-ce que c'est réussi ou pas, mais dans tous les cas, ouais. Tout ça pour dire que moi, je trouve les maillots de Puma plutôt réussi et je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Je dis l'OM Passion qui dit désolé, mais le bleu n'est pas le bleu historique. Ouais, après c'est aussi après, si on veut vraiment des gens qui soient très très proches de l'histoire du club et qui connaissent l'histoire du club comme toi, j'en suis sûr, c'est pas forcément les gens qui sont engagés ou en tout cas qui ont un amour immodéré pour l'histoire du club. Et c'est bien que des gens comme toi, par exemple, soient là pour parler de ce genre de choses. John qui me demande des infos sur le maillot de Coupe de France qu'on a porté, c'est le même maillot qu'Amiens en 2019. À mon avis, j'ai pas d'infos en particulier, hein, mais enfin, j'imagine bien que c'est le genre de truc à la dernière minute, on s'est dit ah putain, on a renouvelé le contrat et tout, il faudrait faire un truc spécial pour ça. Bon, allez, fait un maillot spécial et puis on a sorti ce maillot et on a oublié que c'était le template du maillot d'Amiens. Et en effet, c'était vraiment nul, ça ressemblait à rien. Donc c'est le deuxième impair qu'a fait Puma avec l'Olympique de Marseille, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que l'OM est plutôt bien servi avec Puma. Et c'est un petit peu l'angle, ou en tout cas l'angle de l'article que j'ai écrit cette semaine, qui a donc été publié il y a 2 jours, le 26/2, sur le site payant. Abonnez-vous à Mediapart. Non, je rigole, c'est pas du tout Mediapart, mais abonnez-vous quand même. C'était pour faire un petit focus sur le mariage heureux entre l'OM et Puma, puisque l'OM et Puma viennent de renouveler leur contrat jusqu'en 2028. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme on faisait lors des revues de presse, eh ben, je vais vous lire ça. De temps en temps, je vais essayer de reprendre mon souffle, ce que je fais pas assez souvent. Pierre qui me dit impossible de trouver le maillot de l'OM dans les magasins Puma en Colombie par contre, et ça c'est assez intéressant parce que euh, justement l'OM c'est un asset pour la marque Puma, mais sans doute pas jusqu'en Colombie, et c'est là où on voit d'une certaine manière la limite de la marque OM, c'est-à-dire que la marque OM c'est super puissant en France, mais que dès que l'on sort de la France et encore plus de l'Europe, c'est une marque qui est en train de disparaître un petit peu parce que la Ligue des Champions, et qu'on ne regarde que la Ligue des Champions à l'étranger. Allez, on va passer à l'article si vous le voulez bien. Donc en tout cas, j'ai aussi oublié de vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. C'est quand même des choses qu'il faut faire en cette fin d'année. Donc joyeuses fêtes, bon boudin, tout ça à tout le monde. On va lire un petit peu notre petit maillot. On va passer un petit peu en mode Asmor. L'OM aurait pu négocier plus avec un autre équipementier, nous dit Danny Dan. Eh ben justement, je pense pas.
Je pense pas, et on va développer un petit peu tout ça dans l'article qui vient. Et Passe ton ballon, bien sûr, à qui on fait coucou, l'excellent podcast Passe ton ballon, qui me dit aussi qu'il faut souhaiter une bonne fin de top 30 dans Passe ton ballon à 20h. Ben, bonne fin de top 30. Je vous avoue que j'ai pas encore écouté, mais étant donné que je viens de télécharger Football Manager, je ne manquerai pas d'écouter le début de votre top 30 et sans doute d'être en désaccord totalement avec vous. Mais on va parler du mariage OM Puma. Je sais que je vais être en désaccord avec vous, les gars. C'est même pas la peine. Je sais que c'est pour ça que vous faites des top 30 de toute manière. Mais en plus sérieusement, allez écouter Passe ton ballon, c'est un excellent podcast. Allez, on va sur l'article avec la jolie photo que nous a donc envoyé Puma. Ils ont donc envoyé un petit set de photos à tous les journalistes sueurs de l'Olympique de Marseille. Focus sur le mariage heureux OM Puma. Chers amoureux de l'OM, vous ne le savez peut-être pas, mais vous venez tout juste d'échapper à un feuilleton pseudo-mercato de plus. C'est comme dans Ken le survivant, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà mort. Celui de l'équipementier de l'Olympique de Marseille. En effet, le club et Puma ont pris tout le monde de court en annonçant la semaine dernière la prolongation de leur partenariat jusqu'en 2028, alors que l'accord initial arrivait à échéance en fin de saison prochaine. Donc en effet, c'était pour 5 ans, donc 2018-2019. Il me semble que ça se terminait en 2023, mais donc maintenant, l'OM a signé une prolongation avec Puma jusqu'en 2028. Il y a forcément des immanquables à l'officialisation de pareils événements. Outre les photos où l'on prend la pose avec un objet symbolique de l'union, voir ci-dessus. Voilà les jolies photos. Cette photo-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit tip-top. Il y a les déclarations de circonstances, voir ci-dessous. Voici celle de Richard Tessier, directeur général Puma Europe. Nous sommes fiers de continuer cette aventure avec l'Olympique de Marseille. Nous avons ensemble des ambitions élevées pour servir la performance de l'équipe et le plaisir des supporters. Notre association est naturelle depuis le premier jour car nous partageons la même passion d'un football authentique. Tout cela rend la collaboration entre les équipes de l'OM très agréable et une base solide pour continuer de développer les multiples projets et renforcer l'histoire entre Puma et l'Olympique de Marseille. La phrase clé étant « Notre association est naturelle ». Naturelle, oui, elle est cette association, est bénéfique pour les deux parties, autant Puma que l'OM. Parce que c'est ce qu'on va voir par la suite, la Puma a besoin de l'OM et l'OM a besoin de Puma parce que les deux entités sont dans des moments de leur vie, de leur développement par rapport au football très particuliers. Mourad, c'est possible de monter le son. Ouais, et je vais faire un autre truc aussi parce que j'ai laissé ça, je pense. Donc déjà, vous m'entendez mieux comme ça parce que j'aurais dû enlever la musique plus tôt. Désolé les gars. Vous m'entendez mieux, Zama, si tu m'entends mieux, je vois Zama sous le sang. Venu de l'eau pour mettre le fuego, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, j'ai un peu monté le son. J'espère que vous m'entendez mieux, les amis. C'était surtout, je pense, le son de la musique là qui nous embêtait un petit peu. Dites-moi si c'est mieux au niveau du son. Vous me rendrez un brave service. Donc je suppose que c'est mieux. On va dire que c'est mieux. Et on va repartir à notre article sur donc l'OM et Puma. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Adidas, par exemple, n'a pas autant besoin de l'OM que Puma a besoin de l'OM et que d'autres marques peuvent se permettre de choisir un peu plus facilement que l'OM parce que l'OM est dans une situation un peu particulière. Justement, le sous-titre de la deuxième partie, c'est l'OM pas encore en première division, mais solidement installé dans la seconde. Mais quel est le montant de ce nouveau contrat? S'il y a fréquemment des incertitudes sur les informations touchant à ce genre de contrat, Nathalie Nénon-Zimmermann, DGA chargée du marketing et des revenus, avait prévenu dans les Échos son montant est plus important que le précédent. Entre 20 et 25 millions d'euros par saison pour l'équipe, entre 25 et 30 millions d'euros pour l'AFP. Dans tous les cas, une belle revalorisation. Contrat précédent entre 13,5 et 15 millions d'euros et une sacrée consolidation de la place du club marseillais au niveau de sa valeur équipementière en Europe. Encore loin du top 10, mais solidement installé dans le top 20. Et si vous me demandez qui est le plus proche, en fait, ça dépend. Si vous parlez à quelqu'un de positif sur le contrat, il va vous dire plutôt entre 25, il va vous faire comprendre plutôt entre 25 et 30 millions. Quelqu'un de plutôt négatif, il va plutôt passer entre 20 et 25 millions, mais dans tous les cas, on est au-delà des 20 millions d'euros, ce qui est une belle revalorisation salariale.
car le marché des marques clubs est un marché à 3 voire 4 niveaux. Tout d'abord le top 10 avec les géants Champions League et Arsenal, qui n'est plus vraiment en Champions League depuis quelques années, avec un billet d'entrée à 50 millions d'euros pour les équipementiers. La seconde partie de tableau du top 20 ensuite, dans laquelle se situe l'OM avec des contrats valorisés bien au-dessus des 5 millions d'euros, puis tous les autres. Enfin, pour être plus précis, il y aurait même une division à faire entre les clubs parvenant à gratter plus d'1 million à leur équipementier et les autres, l'immense majorité. Mais concentrons-nous sur le top 20 car c'est là où est l'argent. Oui. Ce qu'on va voir aussi un peu plus loin dans l'article, et ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait qu'on que le marché des équipementiers est gravement inégalitaire aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde se dit putain, c'est l'Olympique de Marseille, c'est notre club qu'on aime, c'est un club très populaire en France, donc on peut gratter encore plus. Sauf que lorsque l'on regarde des clubs comme Séville, le FC Porto, qui touchent 5 voire 10 fois moins presque que nous, on se dit ah ok. Après de l'autre côté on voit des clubs des clubs comme le Barça qui touche 5-7 fois plus que nous. On se dit ah mais comment ça se fait. Bon, même si le Barça voilà c'est un cas particulier, mais des clubs comme Manchester United etc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une première division top 10 où là tu passes, pour rentrer dans le top 10 il faut plus de 50 millions d'euros de contrat, une deuxième où tu es entre le top 20 et l'entrée du top 10, tu es entre 10 millions et 30 millions d'euros, et c'est déjà vraiment pas mal. Et ensuite, tu as tous les autres, et l'extrême majorité des clubs en Europe a des contrats équipementiers à moins d'1 million d'euros. Après, lorsqu'on dit l'extrême majorité, on parle aussi de clubs de D2, mais aussi de plus petits clubs de Ligue 1, etc. Donc on est quand même à des niveaux qui sont bien moindres. Donc c'est pour ça il ne faut pas dévaloriser ce contrat à 25 millions d'euros. C'est très très bien parce que on va voir pourquoi. Selon une étude menée par l'agence marketing Sportcal pour la saison 2020-2021, la somme cumulée investie par les équipementiers pour satisfaire le top 20, 1,05 million d'euros, représente 75% de l'entièreté du marché pour les 15 principaux championnats en Europe. C'est-à-dire que sur un marché de 255 équipes, 20 accaparent, attirent, accumulent, rayez la mention inutile, 75% de l'ensemble du gâteau. D'où l'importance d'être solidement installé dans ce fameux top 20, car après, il ne reste que des miettes. Voilà, c'est ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a 20 équipes qui ont 75% de l'ensemble des sommes qui sont mises par les équipementiers pour équiper les équipes. Donc c'est très très important d'être dans ces 20-là, d'être une marque qui est valorisée dans ces 20-là. Et normalement, pour être valorisé dans ces 20-là, il faut être en Ligue des Champions ou en Première Ligue, ce que n'est pas l'Olympique de Marseille. Des miettes, donc les miettes qui restent après les 75%, que doivent se disputer des clubs qui sportivement ont pourtant été récemment bien plus performants que l'OM, comme le FC Séville, vainqueur de l'Europa League, qualifié en Champions League, le FC Porto, 17 participations en Ligue des Champions, 2 coupes de l'UEFA sur ces dernières décennies, ou même le LOSC, champion de France 2011 et 2021. Afin d'illustrer un peu les gouffres séparant les uns et les autres, voici tout d'abord l'estimation du top 20 contrats équipementiers en 2019-2020 par Sportcal et un graphique pouvant vous aider à visualiser les ordres de grandeur à l'œuvre sur le marché. Alors pour voir un petit peu ça, parce que si je vous montre dans le navigateur, ça va pas être génial. Donc je vais vous montrer comme ça. Je vérifie un petit peu que l'on voit. Voilà. Donc ça, c'était en 2019-2020, en sachant qu'il y a eu des changements. Donc par exemple, l'OM, le contrat, et que c'est en dollars, en millions de dollars, pas d'euros. Donc il faut faire une petite conversion de grosso modo 15 millions, 15 millions de dollars, 13 millions d'euros. Enfin voilà. Mais grosso modo, les ordres de grandeur sont là. Lyon a sans doute été revalorisé depuis 2019-2020. Mais voilà, pour 2019-2020, on voit bien donc le Barça explose tout. Tu as des clubs comme le Real, Manchester, Paris qui a réussi à vraiment renégocier à la hausse grâce à Neymar et tout ce genre de choses. Manchester City qui est le club Puma le mieux coté. Malheureusement, on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils font des finales de Ligue des Champions et ils sont en Première Ligue. Et encore une fois, les deux éléments importants pour la visibilité d'une marque, c'est Ligue des Champions, Première Ligue. Eux, ils font le doublé. En plus, Pep Guardiola, tout ça, c'est un club du haut de tableau. C'est pas en plus un club du bas de tableau ou un club qui se fait éliminer facilement en Ligue des Champions. Arsenal, qui a une base solide. Chelsea, Bayern, Juventus.
Et Liverpool aussi, donc a changé d'équipementier. Ils sont passés chez Nike, si je dis pas de bêtises, et donc ils sont bien remontés dans ce classement. Mais voilà, on a grosso modo ce top 10 où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Liverpool, où pour entrer dans ce top 10, il faut être à plus de 50 millions d'euros. Donc ça, c'est clair et net. Et d'un seul coup, hop, on descend, où on a Tottenham, l'Inter, je me demande si ça n'a pas été revalorisé aussi depuis, parce que je vous rappelle, donc ça c'est le top 20 de 2019-2020. L'Atlético, l'OM, donc on voit l'OM quand même qui est bien placé, le Milan, Lyon, Southampton, Everton, Ajax, Napoli. Sachant qu'il y a aussi Dortmund qui a signé un contrat à hauteur de 30 millions d'euros qui est rentré là-dedans. Mais on voit un petit peu en tout cas ce qu'il faut pour être dans ce top 20 et on voit les montants. Il faut vous dire que par exemple une équipe comme Séville vient de renégocier un contrat équipementier à entre 2 et 3 millions d'euros l'année. Entre 2 et 3 millions d'euros l'année. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais on parle quand même d'un club qui est quand même important, quoi. Je veux dire, bon. Euh, Comment ça? C'est sportivement, c'est un club qui compte. C'est un club qui malheureusement et ça fait chier, mais qui compte plus que nous. Mais nous, les fenêtres en grand écran, on voit rien, s'il te plaît. Désolé. Alors attends. Ouais. Bon, après, dans tous les cas, c'est pour vous montrer ça. Alors je vais essayer de vous montrer ce machin-là. Donc média source. Si je fais comme ça, non, c'est pas ça. Attendez, hein. On va. Je vais essayer de. Non, c'est pas ça non plus. Je vais essayer de vous montrer donc le deuxième graphique parce que ouais, là en effet, on va pas voir grand-chose. Si ça doit être Window Capture, je suppose. Ouais, voilà. Window Capture. Donc on va partir sur. Bien sûr, il veut pas me montrer ça, sinon ce serait trop facile. Ah mon Dieu. Ça marche pas. Attendez. Je vais essayer de vous montrer cette année. Je peux pas mettre plus. Ajouter. Bon, je suis pas très bon. Je peux pas ouvrir ça dans Opera sinon. Or, j'essaye de vous montrer cette année graphique. Hop, hop. Comment je peux faire ça? Est-ce que je peux pas l'ouvrir dans Opera? Voilà. Et si je mets ça là? Ah, voilà. Voilà. Bon, c'est pas très très beau. Ça doit pas rendre très très bien. Je vais essayer de vous agrandir la truc. Voilà. Donc je vais vous agrandir ça un petit peu temporairement. Peut-être pas non plus. Voilà. Donc c'est un petit graphique que j'ai fait moi-même, où on peut voir ici le contrat plus ou moins de l'OM. Donc c'est très très moche, hein, vous me pardonnerez, mais c'était surtout pour montrer un peu à tout le monde les ordres de grandeur à l'ordre sur le marché. C'est-à-dire que là on a un OM et que si on prend que la partie inférieure du graphe, on voit que l'OM est un géant par rapport à Lyon, parce que même si le contrat avec Adidas pour Lyon a été renouvelé et sans doute revalorisé, c'est de quelques millions d'euros maximum, donc leur barre ne sera pas beaucoup plus grande. L'Ajax, pareil, c'est quand même un club important. Le Porto, apparemment avec New Balance, ils auraient un contrat de 5 millions d'euros, en sachant qu'il faut toujours un peu mettre des petites astérix, avoir certaines réserves. C'est peut-être pas les montants exacts, mais les ordres de grandeur, c'est ça. On a ensuite le LOSC qui est à 3 millions d'euros aussi, il me semble, avec New Balance, et Séville qui vient de renégocier un contrat avec un nouvel équipementier dont j'ai oublié le nom, entre 2 et 3 millions d'euros. Donc on voit que Séville, le LOSC, Porto, l'Ajax, Lyon, ils pèsent pas lourd face à l'OM. Mais qu'après, d'un autre côté, l'OM ne pèse pas lourd face aux équipes du top 10. Donc j'en ai mis un peu de manière un peu au hasard, donc 5 aussi. Donc Manchester City qui a un contrat qui est 3 fois plus important que celui de l'OM, le PSG, Manchester United, le Real, le Barça. Donc c'était vraiment pour un peu que tout le monde visualise les ordres de grandeur dans le marché. Dans le marché des équipementiers. Donc c'est pas des chiffres exacts à la virgule près, mais c'est une illustration. Voilà. Panique pas, moi. Allez, je panique pas. Je panique qu'avec la technique, avec mon envie de mettre des grosses droites dans ma saleté d'ordinateur.
Voilà, comme nous dit Bar Stress, c'est fou car les clubs derrière nous participent plus souvent à la Ligue des Champions que nous. Voilà, c'est vraiment ça. Je pense il faut bien comprendre que l'OM, normalement, un club avec les résultats sportifs de l'Olympique de Marseille n'a pas cette valorisation-là. Et Adidas l'a fait comprendre à l'OM aussi sur la fin de la collaboration. C'était un petit peu, oui, mais ok, ouais, au niveau des résultats sportifs, vous nous demandez d'augmenter notre offre, mais vous n'êtes pas là. Donc il y avait un petit peu ça, et puis il y avait aussi cette volonté de se resserrer sur quelques marques pour Adidas et pour Nike, qui, comme on l'a vu, les équipementiers préfèrent mettre énormément d'argent chez les très grosses marques. 75% de tout l'argent qui est mis par les équipementiers en Europe sur les clubs, c'est le top 20. Sur 255 équipes, il y a 20 équipes qui prennent 75% du truc. Et il me semble que le top 10, c'est même 60%. Donc on est vraiment dans un modèle très inégalitaire. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien compris que l'Olympique de Marseille était donc un géant parmi les petits, mais un tout petit parmi les grands, qui se place donc, il me semble, ça doit être là, 12e ou 13e place du plus gros contrat équipementier, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas solidement installé dans la seconde partie de tableau. Il faut essayer d'expliquer ça. Donc c'est justement la suite de mon article, on voit que je l'ai écrit. Comment expliquer cette force de l'Olympique de Marseille sur le marché? Simple. Selon Serge Manina, gérant de Team Approved et spécialiste du merchandising sportif et événementiel. Donc c'est quelqu'un qui gère ce genre de choses et Team Approved c'est une société qui fait du consulting sur le merchandising aussi bien chez le club pro qu'amateur. De mon point de vue, l'OM n'est pas loin d'être la marque numéro 1 des marques clubs en France. C'est la plus monnayable. Il y a aujourd'hui le Paris Saint-Germain, certes, mais avec le Paris Saint-Germain, la marque OM est sans doute celle qui est la plus monnayable, vendable, bankable en France et à l'étranger. Pourtant, même en étant un inconditionnel de l'OM, il est difficile de nier l'irrégularité du club phocéen sur le plan sportif depuis plusieurs décennies. Pas grave, les chiffres de vente restent bons. La preuve, le contrat vient d'être réévalué. Et puis surtout, la vente de maillots et d'équipements de foot suit un rythme très particulier qui profite sans doute au FC Hollywood méditerranéen. Donc pour ça, sachant que voilà, on ne vous dit pas exactement. Moi, j'ai pas de chiffres exactement, mais on m'a fait comprendre que les ventes étaient bonnes et les chiffres de vente qui sortent sont très souvent bancals. Et il y a aussi des gens des fois qui sortent des chiffres de vente de maillots en France ou à l'étranger qui reposent sur pas grand-chose, qui vont reposer sur par exemple une ligne de magasin. Donc ça dit quelque chose, mais une ligne de magasin et qui vont en faire une généralité, alors que c'est pas du tout le cas, comme on a vu récemment qu'un maillot de l'OM qui ressemblerait à celui de l'Argentine était l'un des plus vendus en Amérique du Sud ou un truc du genre. Ça ressemble quand même à du gros pipeau. Serge Manina détaille donc le rythme particulier de vente des maillots. L'OM est un club qui fait parler et qui, sans avoir des résultats sportifs réguliers, même s'ils sont loin d'être désastreux, a toute une histoire. A gagné la seule Ligue des Champions des clubs français, fait des finales européennes depuis 20 ans, fait parfois des mercatos intéressantes. Il faut savoir que la majorité des ventes de maillots de clubs se fait sur les 3 premiers mois de compétition. Un peu plus peut-être, disons entre mai, la sortie des nouvelles collections, et janvier. Ce qui se passe après janvier, quelque part, ce n'est que du bonus. Après janvier, les gens sont équipés, puis vous avez les soldes, l'écoulement des stocks. La majorité du chiffre d'affaires se fait sur le début de saison. Et ça, pour moi, c'est très très intéressant, puisque c'était un point que de manière complètement naïve, j'ignorais. Mais c'est vrai qu'entre mai et septembre, on parle beaucoup de l'Olympique de Marseille. La Ligue des Champions n'a pas encore repris. L'OM est souvent dans des tas de rumeurs mercato. L'OM fait vendre. L'OM change souvent d'entraîneur à ce moment-là. Et on est aussi des adeptes des débuts de saison en boulet de canon. Donc c'est pas étonnant que l'Olympique de Marseille finalement continue à vendre beaucoup de maillots si on en croit Serge Manina et son expertise. Donc moi je le crois parce que je sais qu'il est compétent. Si on vend l'immense majorité de la production dans les premiers mois de la saison, bah, l'OM, ça reste un gros vendeur parce que l'OM reste un club qui fait vendre. Entre mai et septembre, entre les changements d'entraîneur, les rumeurs mercato, les débuts de saison parfois flamboyants et en tout cas l'espoir des supporters rarement démenti au coup d'envoi de la nouvelle saison, l'OM fait parler et fait vendre donc. Voilà. Oh là là, quel article magnifique. Magnifique, abonnez-vous.
Donc ensuite pour Puma, une belle prise de guerre, un accélérateur sur le marché français. Puisque là on a vu un petit peu ce qui concernait le statut particulier de l'OM. Mais maintenant, on va voir aussi le statut particulier de Puma sur le marché des transferts, c'est-à-dire que Puma a une place particulière. Puma, ce n'est pas du tout, ce n'est pas Nike ou Adidas, c'est le numéro 3. Alors que je m'aperçois qu'il faudrait que je change quelque chose, je vais le faire tout de suite. Voilà, parcourir. Ah là 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 là, c'est tellement plus simple quand Ryan fait la technique. Vous vous rendez pas compte, vraiment. Voilà, il y avait une image que je devais changer depuis tout à l'heure. Allez, on repasse sur l'article. Donc, on a vu le statut particulier de l'OM. Maintenant, on va voir le statut particulier de Puma. L'un des reproches les plus souvent formulés par les détracteurs de l'alliance Puma-OM est la faiblesse du réseau de distribution du félin face aux 3 bandes ou à la virgule. Manina a bien du mal à donner de l'importance à cette théorie. Oui, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, mais vous savez, avec Adidas et Nike, l'OM bénéficierait d'une puissance au niveau des magasins, au niveau de l'exposition, qui est bien plus importante qu'avec Puma. Donc voilà la réponse de Serge Manina. On parle quand même de Puma, la 3e marque de sport au monde. Certes, Nike ou Adidas sont les 2 leaders mondiaux et ont encore plus de pouvoir, mais les réseaux de distribution, à quelques détails près, sont exactement les mêmes. Quand vous allez dans un Intersport, Sport 2000, un Go Sport ou un Decathlon, vous trouverez à chaque fois les 3 leaders mondiaux. Après, la place octroyée à Puma sera plus faible que celle de ses 2 concurrents. Mais avec l'OM, on parle d'un symbole. Et un symbole a toujours sa place dans un réseau de distribution, peu importe la marque qui va le signer. Et si vous me demandez est-ce que ce partenariat a pu booster Puma sur son réseau de distribution, je vous répondrai que c'est certain. C'est-à-dire que, voilà, c'est très simple à dire, mais si demain New Balance ou Under Armour équipe l'OM, eh ben on va voir plus souvent le logo Under Armour dans les Go Sport, dans les Decathlon, dans les Sport 2000, parce qu'il faut vendre l'OM, parce que comme il le dit très clairement, on parle d'un symbole et un symbole a toujours sa place dans un réseau de distribution. Donc Puma, en ayant signé l'OM, bénéficie de ce boost-là. C'est-à-dire que même s'ils sont déjà très importants, en plus en ayant ce symbole, ils sont encore un petit peu plus importants et on est encore un petit peu plus obligé de leur faire de la place. Pour résumer de manière très grossière. Forcément, avec l'OM, la visibilité de Puma a cru dans les magasins français, mais aussi sur les terrains de la région. Chez les clubs next-gen, au pied des minots qui voient régulièrement un Dimitri Payet passer, lui aussi à titre individuel chez le félin, brosser des ballons armés de sa paire Puma Flash, Puma Spark, etc. Oui, parce que ça c'est une autre grande légende dont on parlera sans doute un jour si ce genre de format vous plaît. Si ce genre de format vous plaît, voilà, on parlera aussi un petit peu de cette fameuse légende urbaine des joueurs qui rentabilisent enfin des transferts qui sont rentabilisés par les ventes de maillots et également du fait que les joueurs signent chez l'équipementier du club pour des raisons voilà qui participeraient aux 2 parties tout ça. Clairement en fait quand Payet signe à Puma, c'est bénéfique pour Puma, mais pas tant que ça pour l'OM, mis à part pour faire quelque chose, pour travailler en bonne intelligence avec son sponsor, quoi. Après, je remonterai un petit peu le chat et puis je verrai vos questions. Je vois qu'il y a déjà des questions sympas. Allez, on va terminer l'article avant ça. Et puis ce mariage solide, parti pour durer au moins 10 ans, permet à Puma de s'offrir un membre du top 20 pour l'ensemble de cette période. En 2020-2021, Nike et Adidas détenaient 15 des 20 contrats équipementiers les plus importants en Europe, toujours selon l'étude Sportcal. Et on a vu l'importance qu'ont ces 20 marques, ces 20 marques dominantes sur le marché. C'est vraiment là où il y a de l'argent, c'est là où il y a des ventes de maillots, c'est là où il y a de la visibilité. Et Nike et Adidas, en tant que 2 géants, ils détiennent 15 des 20 contrats équipementiers. Il me semble qu'Under Armour en a peut-être un, ce serait Everton, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, c'est Puma qui vient derrière. Donc Puma est l'équipementier et la marque qui monte. Donc Puma a vraiment besoin d'avoir des assets, comme on dit, quand on est un marketeur
dans ce top 20 et l'OM c'en est un. Et l'OM c'en est un et un asset qui a été un petit peu qui n'a pas été tant comment dire valorisé par Adidas sur la fin ou en tout cas parce qu'on ne peut pas dire ça se passait pas non plus spécialement mal en tout cas des échos que j'en ai eu mais voilà Adidas avait peut-être d'autres chats plus prestigieux à fouetter que l'OM à ce moment-là et Puma a sauté sur l'occasion et Puma a bien fait. Comme nous l'expliquait dès 2017 le docteur Peter Rollman du cabinet PR Marketing, le positionnement premium de l'OM chez Puma lui permet d'entretenir la puissance de sa marque qui aurait pu potentiellement être dévaluée chez Adidas ou Nike, qui possèdent des poulains tout aussi vendeurs mais plus performants sportivement. Si vous avez un contrat, donc ça c'est le docteur Peter Rollman qui dit ça. Si vous avez un contrat avec Adidas mais que vous êtes le numéro 10 dans leur portfolio, vous n'aurez que peu de chance sur le marché. Mais si vous êtes engagé avec Puma et que vous êtes leur numéro 2 ou 3, voire même numéro 1 en France, cela devient un critère très important. Un critère très important au niveau de la valorisation, de la visibilité que votre marque va avoir. Je sens que donc cet article, cette interview, donc je l'avais faite il y a très très longtemps, en 2017, au moment de la signature du premier contrat, et que vous pouvez aussi la retrouver sur Football Club de Marseille en accès libre cette fois-ci. Donc elle est là. On termine. Donc malgré des résultats sportifs en dents de scie, l'Olympique de Marseille reste une marque forte qui fait parler, réagir, vendre. Chez Puma, cette marque a trouvé le parfait concombre pour s'épanouir dans ce contexte sportif pour elle et de développement pour cet équipementier. Il est donc en effet tout à fait naturel de voir ce partenariat continuer avec le sourire des deux côtés. En attente éternelle de renouveau sportif durable, la marque OM continue de se stabiliser dans le top 20, loin du top 10, mais bien ancrée dans le top 20, forte sur ses appuis, ses supporters. À la vue du top 20, l'OM est une exception, une équipe ni en Champions League ni Premier League. Pourvu que ça dure et qui sait, avec un peu plus de régularité, il y a même possibilité de faire tellement mieux. Donc c'est la fin de cet article. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vois que c'est parti sur complètement autre chose, mais pour revenir en tout cas sur le sujet de ce live, ce que je voulais vraiment mettre en valeur, c'est le fait qu'il y ait vraiment 3 voire 4 catégories. Je vais réduire ça, je vais peut-être. Ah oui, non, c'est pas là. Il y a voilà. Attendez, hein, je fais un petit peu de technique, voilà. Je pense que je peux même m'augmenter et ça on va le mettre encore plus petit. Voilà. Bon, donc ce qui est important à garder en tête dans cet article, c'est les 3 voire 4 divisions qu'il y a sur le marché des équipementiers sportifs, c'est-à-dire que vous avez vraiment le top 10 où c'est énorme visibilité et c'est des clubs qui sont normalement en Ligue des Champions, mis à part Arsenal, mais Arsenal devrait y retourner, donc ça va pas durer à mon avis, mais Arsenal a longtemps été en Ligue des Champions, est une marque très forte avec un gros développement, etc. en Asie et tout ce qui en suit. Donc vous avez ce top 10. Ensuite, vous avez entre le top 10 et le top 20, vous avez des clubs qui arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu sans être des géants du marketing, etc. Ils arrivent tout de même à accéder à des contrats de plus de 10 millions d'euros. Et c'est énorme lorsque l'on sait que la majorité des clubs ont du mal à gratter plus d'1 million d'euros. Donc là encore, on parle de beaucoup de clubs de division 2, etc. Mais même des clubs comme le FC Séville ou Porto par exemple, qui sont bien plus performants sportivement que nous, plafonnent à des 3-5 millions d'euros. Et Séville, c'est toujours toute une histoire pour renouveler leur contrat équipementier, mais également leur contrat sponsor sur le maillot. Donc on voit que l'OM reste une marque forte. Et ça, c'est vraiment grâce à vous, en fait. C'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'OM est une marque forte grâce aux supporters qui sont complètement fous. Et heureusement que les supporters de l'OM sont complètement fous de leur club, complètement amoureux et qu'ils génèrent
une telle passion qui fait que tout le monde en parle, que tous les médias en parlent, alors que souvent les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, ça offre à l'OM ce statut très particulier. Et le fait d'avoir switché d'Adidas à Puma, là c'est plus mon analyse perso, mais je pense que c'était un très bon move parce que Adidas avait tendance à forcément, lorsque dans un portfolio vous avez des tas de marques, des tas de marques très performantes sportivement, vous avez tendance à plus les mettre en valeur et à être un peu plus dur avec les marques très populaires comme l'OM, mais qui ne performent pas. Ou en tout cas, vous avez des leviers pour dire, écoutez les gars, on va peut-être revoir ce contrat à la baisse. Là, avec Puma, on est dans une configuration différente. On est dans une configuration où Puma a vraiment envie de travailler avec l'OM. C'est pas juste un autre asset dans le portfolio de Puma. Non, non, c'est un asset très important. Puma, c'est l'importance de l'OM. Puma n'a pas 7, 8 marques dans le top 20 comme Adidas. Et donc, Puma va chouchouter l'Olympique de Marseille et va être capable de donner plus à l'Olympique de Marseille. Donc ça, c'est l'autre truc qu'il faut bien comprendre. Et voilà, donc cette structure très particulière du marché des équipementiers, cette place très particulière de l'Olympique de Marseille dans ce marché, et tout de même ce manque de performance qui pourrait à terme devenir compliqué, et le bon choix d'être parti chez Puma, puisque Puma a tout intérêt de travailler avec une marque comme l'OM. Allez, je vais aller un petit peu dans le chat. Bar Stress qui dit la folie des gens pour l'OM, c'est ce que fait que l'OM se retrouve dans les rumeurs mercato, car les journaux savent que ça va faire du clic, preuve encore avec la rumeur Belaïli. Mais ça, je vais pousser de la bœuf derrière toi. Non, 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 ce ne sont rien d'autre que des chemises là-dedans, promis. Mais pour répondre à Bars, oui, tout à fait. En fait, l'Olympique de Marseille, c'est un symbole. Voilà, c'est comme le dit. Comme le dit Serge Manina dans l'article, c'est un symbole énorme. Donc forcément, lorsque tu mets un symbole qui intéresse autant de gens dans toute la France, et que tu le mets en rapport avec un joueur, alors surtout un joueur algérien, parce que voilà, les Algériens sont aussi très très passionnés. Si tu mets ces deux choses-là qui se rencontrent, ça va forcément faire vendre. Par contre, je n'ai pas travaillé du tout sur le sujet, hein. Ce ne sont que des échos, mais il y aurait bien quelque chose, au moins des contacts entre Belaïli et l'OM. Donc c'est pas du n'importe quoi comme on peut le voir parfois en période de mercato, ou parfois en période de mercato on a vraiment juste des trucs complètement illusoires qui sont parfois créés même par les agents des joueurs, avec l'OM, des contacts illusoires qui n'existent pas vraiment, mais les agents des joueurs vont parler, voilà, mon joueur intéresse l'OM parce que ça va faire vendre, parce que forcément dès que tu mets OM quelque part, ça fait vendre. Et ce qu'il faudrait pour que l'OM soit encore mieux valorisé, ce serait que l'OM soit bon sportivement. Romain Joba qui me dit, tu parles de Séville-Porto, mais rien à voir. Le pouvoir d'achat n'est pas comparable avec la France. Le Barça et le Real sont des marques mondiales, d'où le fait que ce ne soit pas corrélé avec le marché espagnol. Oui, mais dans ce cas-là, je parle aussi beaucoup à dessein, Romain, de Séville, parce que donc le Barça et le Real sont des marques mondiales. Dans tous les cas, ça dit quand même quelque chose du prestige de la marque OM, parce que le prestige de la marque Séville devrait être plus important même à l'étranger. Alors c'est vrai que c'est difficile en Espagne de se développer à l'ombre des deux monstres que sont le Barça et le Real au niveau marketing, mais il y a plein d'autres exemples. Moi, je me souviens de clubs, alors là, ils sont descendus en Division 2, donc forcément, ça marche moins bien, mais tu as des tas de clubs, des Leverkusen, des Schalke, des clubs comme ça allemands. Donc Schalke, c'est le club que j'avais en tête. Je me souviens qu'à l'époque du premier contrat Puma à OM, il me semble que leur contrat, c'était entre 3 et 5 millions d'euros aussi. Et Schalke, c'est un club très important en Allemagne, historiquement. Mais
c'est un club qui a un contrat bien, et donc l'Allemagne qui est un pays où logiquement comment dire, le pouvoir d'achat est assez important, mais c'est quand même moins parce que la particularité de l'OM, c'est d'être cette marque très très forte sur un marché important qui est valorisable, alors que Schalke c'est peut-être moins valorisable sur l'ensemble du marché allemand, et aussi parce qu'il y a ce monstre Bayern Munich. Mais en France maintenant il y a ce monstre Paris Saint-Germain, mais pourtant l'OM reste une marque très importante. C'est ça qu'il faut prendre en compte parce qu'après on peut arguer. Et je pense que j'ai pas du tout les chiffres sur le pouvoir d'achat, hein, mais je pense que c'est une remarque tout à fait pertinente que tu fais là sur le pouvoir d'achat. Mais dans tous les cas, on a aussi des tas d'exemples sur des pays où le pouvoir d'achat est censé être plus important, avec des clubs qui sont très populaires, avec des fanbases historiques très importantes, qui n'arrivent pas à se valoriser aussi bien que l'Olympique de Marseille. Pierre qui nous dit, c'est intéressant, je pourrais parler de ce que représente l'OM ici en Amérique du Sud. J'ai deux exemples concrets qui viennent à l'esprit, le transfert de Benedetto et ce qui s'est dit en Argentine au moment de son départ et ensuite la couverture de OM PSG cette année. Ben, n'hésite pas Pierre, dis-nous. Moi je me souviens que ça commence à dater un petit peu, mais c'était en 2013, donc mon qui croûte qui me dit il est en D2 Schalke, ils sont en D2. Oui oui, mais moi je te parle de 2017 à l'époque où ils étaient encore en D1. C'est vrai que Schalke ils ont fait fort quand même parce que l'an dernier c'était quand même un gros désastre. Mais bref, donc je disais en Amérique du Sud, je me souviens qu'en 2013, j'étais assez marqué par le fait qu'il y avait des maillots Paris Saint-Germain partout et que nous, souvent les fans de foot, on a tendance à parler à d'autres fans de foot. Et ces autres fans de foot en Argentine, ils connaissaient tous l'OM, ils connaissaient tous Lucho, ils connaissaient des choses particulières. C'était 2013-2014, donc juste avant que Bielsa n'arrive. Et sauf que par contre dans la rue, ce que tu voyais, c'était des maillots du PSG. Que je pense que ce que les équipementiers veulent, c'est vendre des maillots à des mecs qui connaissent vaguement le foot, pas des vrais connaisseurs de foot. Et c'est une erreur où on fait souvent, c'est-à-dire que l'OM est un club très prestigieux sportivement, mais dont la notoriété chez des personnes non érudites de foot à l'étranger tend à baisser quand même assez fortement. Fabinho qui disait un peu plus tôt. Machin qui répondait à Babou le barbare. Non mais c'est des preuves, le contrat sponsoring avec Puma. Merde, c'est redescendu le chat. D'accord, donc je pense que ça parlait de la vente, tout ça, des choses qui m'intéressent pas beaucoup. Il n'a jamais été aussi haut, ils vont pas investir sans y gagner leur pain, ils ont leur promesse derrière. Bah, la promesse justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article, c'est-à-dire que pour Puma, c'est très intéressant d'avoir l'OM en fait, et c'est très difficile d'avoir une marque du top 20 et Puma à l'Olympique de Marseille. Et donc l'OM permet à Puma de mieux se valoriser, d'avoir une place plus importante sur le marché des équipementiers. Donc après forcément, on peut toujours spéculer sur ce que ça veut dire, etc. Mais voilà, moi je vous dis simplement ce dont j'en suis sûr. On le voit à Paris avec ses stars, peut-être devant nous, en sponsoring bien sûr. Ok, mais les autres ils sont devant nous. Alors j'ai un petit peu perdu, c'est à cause des footix qui achètent des maillots juste parce que c'est le Barça ou le Real. Alors ça, il y avait des chiffres qui étaient sortis sur le fait que le Bayern vendait de plus en plus de maillots en France, tout ça. Alors c'est compliqué de vérifier ces chiffres de vente, encore une fois, à part si vous travaillez chez Adidas, Nike, etc. Et qu'ensuite vous êtes prêt à comparer vos chiffres de vente de maillots avec ceux des autres équipementiers. Mais en effet, c'est quelque chose qui se développe grandement, le Bayern, les maillots Bayern, Barça, etc. Et ça, c'est aussi dû au fait que le football change, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, vous voyez, c'était en clair sur TF1, etc. Vous voyez un match de Ligue des Champions une fois de temps en temps. Maintenant, vous voyez le Barça 50 fois. Vous voyez, ces marques-là, en fait, elles sont poussées par la transformation commerciale du foot et que le foot, ça devient pour beaucoup de jeunes, ça devient quelque chose qui est plus un attachement, un attachement, un attachement à la ville, un attachement au club. C'est juste un loisir de tous les jours et le maillot, l'équipement de foot devient quelque chose, comment dire, un outil, un simple outil qui servirait, enfin,
un, je trouve pas le mot, enfin, un article de sportswear, en fait, voilà. Un article de sportswear comme un autre, et on se rend pas compte que le logo, ça veut dire quelque chose, que forcément, si on porte le maillot de Paris à Marseille, normalement, ça veut dire quelque chose, que si on porte le maillot de Dortmund à Schalke, pour reprendre ça, ça veut dire quelque chose. Comme on met de plus en plus, comme c'est simplement des articles de sportswear indéfinis, que l'on met simplement comme ça, sans comprendre ce que ça représente, eh ben, on atterrit aussi au fait que des marques qui veulent dire quelque chose, qui sont un symbole comme l'OM, sont en danger. Donc il faudrait changer ça, il faudrait plus mettre en valeur la culture club. À titre de comparaison, Taxolo nous demande à titre de comparaison où se place le Milan AC. Alors ils sont derrière nous. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que le contrat a été aussi réévalué récemment, mais j'en suis même pas sûr. Mais dans tous les cas, à la base, ils étaient derrière nous. Et je pense qu'ils le sont toujours, mais qu'ils ne vont pas tarder à être réévalué, voilà, parce que la dernière fois c'était un contrat de 5 ans signé avec Puma, c'était en 2017, c'était à peu près au même moment que l'OM, et donc c'était quelque chose, c'était moins que l'OM, donc c'était entre 10 et 15 millions d'euros. Mais je pense que voilà, dans tous les cas, on va être dans la même configuration que l'OM et que l'OM l'était avec Puma, et que je pense que le Milan AC va bientôt renégocier son contrat. En tout cas, pour le moment, on est devant et on a été devant sur ces 5 dernières années, voire plus. Donc ça veut dire aussi quelque chose là-dessus. Allez, on va revenir aux questions. Et donc Pierre qui nous parle un petit peu de l'OM en Amérique du Sud. Pour Dario, un sacré Benedetto, les journalistes argentins ont fracassé Nandez qui, à la même époque... Pour Dario, les journalistes argentins ont fracassé Nandez qui partait à la même époque à Cagliari, un club de bas de tableau en Italie, alors que dans le même temps, Boca visait la victoire en Libertadores. Pipa part en même temps, mais les commentaires étaient plus compréhensifs dans le sens où il partait pour un grand d'Europe qui aspire à jouer la C1. En Argentine, partir de Boca pour l'OM n'avait rien de honteux pour les journalistes. Ouais, forcément, les journalistes sont censés être des connaisseurs de football. Des connaisseurs de football. Mais Jopro qui demande du coup Marseille en Argentine est respecté. Encore une fois, moi, ça date, mais en 2013, oui, Marseille était respecté. On savait ce qu'était l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, les gamins dans les rues, ils portaient des maillots du PSG. Donc c'est ça la différence entre être respecté et être valorisé. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour et donc dites-moi si vous avez si vous avez des questions, tout ça qui porte plutôt sur les ventes de maillots qu'autre chose. Je vois que DJ Zen 008 a pris un abonnement, 13e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup DJ Zen, on te remercie très chaleureusement, merci beaucoup. Kobe One qui dit oui, ils ont City, Dortmund, Marseille, c'est pas mal, voilà, et le Milan aussi qui est équipé. Puma est en train de grandir, c'est la marque qui monte, mais c'est un marché vraiment difficile. Et ensuite, voilà, un trophée, ça ferait du bien quand même. Le Milan AC, 20 millions, il me semble que c'était moins, mais à moins que ça ait déjà été revalorisé, mais je pense pas. Donc voilà, messieurs, dames. Donc voilà, c'est aussi pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait sur le site payant. C'est pour faire des articles un petit peu plus d'analyse et de choses comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un autre live cette semaine, une autre revue de presse un petit peu où on verra d'autres articles qu'on a pu publier sur cette version payante du site, notamment un de Mathieu Franceschi, qui est donc un ancien ultra, qui parle un petit peu de ce que c'est d'être un ultra, de voyager à l'autre bout de la France,
et notamment à l'aune de la tragédie qui a frappé Clément des fanatiques, ce qui se passe aussi chez les jeunes dans la région. Ça, c'est un autre article que j'avais écrit, c'est-à-dire qu'on a perdu, on a complètement perdu contact en fait avec la réalité. On courtise des gamins comme si c'était des produits financiers alors que c'est des gamins. Donc c'est ce genre de choses qu'on développe et qu'on veut développer avec ce site payant. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et Taxolo qui me demande, avec ce nouveau contrat et sans connaître l'échéancier, peut-on espérer des dollars pour le mercato d'hiver? Bah, je pense pas, hein. C'est pas dans tous les cas, dans tous les cas, le club perd de l'argent, quoi. Le club est en train de, comment dire, il y a des plaies ouvertes partout, quoi, sur le corps de l'OM. C'est-à-dire que le club saigne de l'argent un peu partout. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'argent. Donc même s'il y a plus d'argent, ça va permettre de penser un peu une plaie à gauche, à droite. Mais il en faudrait beaucoup des contrats comme ça. Et le déficit structurel de l'OM est bien plus important que 10 millions d'euros. Donc je pense qu'on est parti aussi pour avoir un déficit bien plus important. Enfin, là, je dis peut-être des bêtises, donc on va peut-être pas s'avancer, mais l'an dernier déjà, on avait un déficit aussi qui était estimé à plus de 60 millions d'euros. Déficit systémique, dit Taxolo. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une chose dont on avait déjà parlé, dont j'avais déjà parlé sur YouTube par exemple. C'est que l'OM dépense beaucoup plus qu'il ne gagne. Donc forcément, tu es en déficit. C'est aussi simple que ça. C'est dépenses-recettes. Et les recettes de l'OM alors je vous dis ça de tête, hein, peut-être que je fais une erreur, mais je pense que c'est entre 115 et 130 millions d'euros. Et les dépenses sont systématiquement entre 190 et 230 millions d'euros. Donc forcément, on est en déficit systémique. L'an dernier, ça aurait dû être mieux parce qu'on avait la Ligue des Champions, mais ça n'a pas rattrapé totalement le trou, surtout que si c'était 115, 130 millions d'euros en temps normal, l'an dernier, il n'y avait pas de billetterie, il y a des choses qui ont baissé aussi, donc il y a eu ce désastre des droits télé. Donc en effet, on a vraiment, en fait, le modèle économique de l'OM, il n'est pas viable, mais on le sait en fait. Les gens qui suivent un petit peu savent que le modèle économique de l'OM n'est pas viable, et Franck McCourt doit le savoir. Mais on continue à gérer le club comme ça parce que c'est l'Olympique de Marseille, parce que on peut pas dire à l'Olympique de Marseille on ne recrute pas de joueurs, on ne fait pas ça. Donc on est toujours dans cette espèce de gestion complètement folle et complètement hors sol. Il n'y a aucun sens à gérer l'OM comme on le fait actuellement, si ce n'est celui de la folie liée à un club comme l'OM. Donc voilà, on continue comme ça et on est toujours en déficit. Voilà, l'OM est toujours en déficit. Est-ce que tu crois que McCourt peut remettre dans le budget? Mourad me demande Sabri 8095. Et ça aussi, c'est très particulier, c'est-à-dire que en fait McCourt, depuis qu'il est là, il ne donne pas des bonus à l'Olympique de Marseille. Il dit dépensez autant et je vais couvrir. C'est ça qui se passe avec Macour depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Donc la vraie question c'est est-ce que tu crois que Macour peut continuer à éponger les trous? Et je pense qu'il peut théoriquement continuer à le faire, mais que ça fait un moment qu'il se dit putain, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Il le sait qu'il faut qu'il arrête, il ne peut pas continuer à éponger des 60, 80 millions d'euros tous les ans. Parce que logiquement, rappelez-vous de ce que disait Jacques-Henri Hérault, le club devait être en déficit les 2 premières, voire 3 premières maximales, les maximum années, les 2, 3 premières années max devaient être en déficit, puis après devait être capable de générer des recettes de 200 à 250 millions d'euros, d'avoir un budget équilibré de 200 à 250 millions d'euros. Et encore une fois, si l'OM générait des recettes, c'est-à-dire qu'il générait beaucoup plus d'argent, certaines années le double de ce qu'il génère, vous comprenez bien, les recettes, c'est vraiment un truc tout con, quoi, c'est ce que vous gagnez. Si l'OM générait 200 à 250 millions d'euros de recettes, avec la manière dont l'OM vit, l'OM ne ferait pas de bénéfices.
l'OM serait à l'équilibre. Point. Donc on est loin d'un truc incroyable, quoi. On est loin dont se fait de l'argent. Donc Tom HDF qui dit source Wallah, source le jour frérot, bah si tu veux, écoute, moi j'ai passé des heures et des heures, je peux te mettre en lien des articles sur tous les articles que j'ai fait sur les finances de l'OM. J'ai cherché pendant des heures et des heures, j'ai épluché, j'ai fait ça avec des comptables, je me suis cassé la tête et puis en fait surtout j'en ai marre parce que depuis qu'il y a la vente de l'OM, c'est devenu très difficile de parler de ce genre de sujet-là, et vraiment sans faire le mec qui sait tout mieux que les autres. Je pense que j'ai certaines connaissances sur ce sujet-là et que j'entends des conneries circuler, mais à longueur de temps, parce que on veut, comment dire, se, se- on veut se rassurer, se dire non, non, mais j'ai raison, en fait, on veut voir des choses, voilà, dans le sens où on veut les voir. Mais je te jure que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ces documents et en fait, ça me casse la tête. Et puis surtout, en fait, tout le monde est devenu un espèce de un pro comptable. Et moi, franchement, je suis pas du tout un pro de la comptabilité. Ça m'a cassé la tête de travailler sur ces sujets. Et en fait, je préfère aussi parler de foot, mais je peux vous mettre je vais vous mettre en lien le. Bon, je vais même pas pouvoir vous le mettre en fait. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Vous tapez Football Club de Marseille, 250 millions d'euros. Vous trouverez des articles que j'ai pu écrire là-dessus. Euh, voilà. Donc ensuite, on me dit Martial, c'est du bidon. Mourad, franchement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai aucune info sur Martial, donc je vais pas parler. En tout cas, pareil, c'est au niveau de. Il faut savoir aussi que ce qui coûte très très cher à l'OM, c'est la masse salariale, c'est-à-dire que que tu dépenses plus en salaire que tout ce que tu gagnes. C'est-à-dire que tous les revenus liés au sponsoring, à la billetterie, aux droits télé, etc., si tu mets tout ensemble, tout ce que l'OM récupère, eh ben, le, la masse salariale est plus importante. Donc la masse salariale de l'OM est plus importante que les recettes de l'OM. Donc on parle déjà de là. Et Martial, il a quand même un sacré salaire. Donc je ne sais pas si c'est du bidon, mais s'il venait, ça coûterait très très cher à l'Olympique de Marseille, c'est sérieux, c'est certain. Donc j'ai du mal à voir le truc se faire, mais après Pablo Longoria a aussi prouvé qu'il n'avait pas peur de mettre de l'argent sur des joueurs. Donc, sincèrement, j'en sais rien. Et puis on parle d'un prêt aussi, apparemment un prêt de 6 mois, ce que j'ai vu passer. Donc un prêt de 6 mois. Écoute, pourquoi pas, mais je peux pas voilà, j'ai pas d'infos. Je préfère être clair. Quand je sais rien du tout, je vais pas commencer à parler de choses dont je sais pas. Déjà que quand je parle de choses que je connais un petit peu, je me fais descendre selon le sujet. Donc des choses dont on parle pas, on va, dont on connaît pas les tenants et les aboutissants, on va pas en parler. Voilà. Le problème avec ma courte, me dit Homer, j'ai l'impression qu'il ne comble pas en fonds propres, mais via des prêts. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. J'ai commencé un petit peu à travailler sur ce truc-là, mais j'ai pas été plus loin, donc je peux pas te dire, mais c'est assez intéressant en effet. Taxolo qui me demande, elle n'a pas diminué la masse salariale. Eh ben, on va voir en fin d'année, parce que pour le moment on n'a pas les chiffres, mais si je devais comme ça te donner une réponse, je dirais qu'elle n'a pas énormément diminué. C'est-à-dire que t'as des mecs comme Valère Germain, comme Florian Thauvin qui sont partis, mais tu as des mecs comme Gerson, comme Gendouzi, comme Milik qui était arrivé au mercato précédent. Bref, tu as des très gros salaires qui sont arrivés pour remplacer. C'est-à-dire que les joueurs qui sont arrivés cette année ne sont pas arrivés à moindre frais. Donc je suis pas certain, mais en effet c'est une curiosité. Mais sincèrement, je pense pas qu'elle ait baissé. Je pense pas qu'un mec comme Cengiz Under aussi prend le salaire d'un minot qui sort du centre de formation. Donc je sais pas du tout, mais je pense pas qu'elle ait énormément diminué.
Voilà, voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ça fait 1h12. Il va sans doute falloir que j'aille jouer à Football Manager. C'est important. C'est important pendant les vacances. Euh, oui, mais les nouveaux joueurs n'ont pas de contrat Garcia. Ah oui, surtout qu'en plus je parle de ce genre de choses, mais on allait oublier le fait que on paye toujours une partie du salaire de notre ami Strootman, de Benedetto. Donc on a quand même, on a quand même de grosses parties, des grosses moitiés, 40%, 30%, 50% de salaire par-ci par-là, et on, on a, on est quand même, on est loin d'être sorti de l'époque Garcia Zoubi et de cette gestion encore une fois qui a aucun sens. Et si je devais clôturer un petit peu ça sur mon avis, alors franchement en plus là c'est pas un avis étayé par les chiffres parce qu'on n'a pas les chiffres ni de la saison dernière ni de cette saison et surtout que Pablo Longoria il va falloir commencer à le juger à partir de cette saison et la saison prochaine. Je pense que au niveau des dépenses de la masse salariale, des indemnités de transfert, etc., on est finalement avec Pablo Longoria dans quelque chose d'assez similaire à Jacques-Henri Hérault. Mais la grande différence, et elle est de taille, elle est énorme, c'est qu'avec Pablo Longoria, on peut espérer des reventes. Et donc, qui dit des reventes, c'est de l'argent que tu vas faire entrer. C'est-à-dire que tes recettes de base ne vont pas augmenter, tes dépenses vont toujours être élevées, mais si tu vends deux trois joueurs à bon prix au mercato d'été, bon bah tu vas équilibrer ton budget. Donc on verra. Et en fait c'est sur ça que le projet Longoria va être jugé, c'est-à-dire est-ce qu'il va réussir à vendre à bon prix ses joueurs. Euh, on aime ou on n'aime pas le trading et je comprends tout à fait les gens qui n'aiment pas. Mais pour le moment, on a acheté des joueurs, mais on n'en a pas vendu. Et c'est là-dessus qu'il va falloir le juger, parce que si on ne vend pas, eh ben, on va se retrouver pareillement avec des actifs sur le dos, des mecs qui ont des salaires très importants, des mecs que l'on ne peut pas revendre à moindre prix à gauche à droite parce que personne ne peut leur fournir leur salaire. Bref, l'histoire que vit l'Olympique de Marseille depuis le départ de Pape Diouf, en fait. C'est aussi simple que ça. Depuis le départ de Pape Diouf, on ne sort pas de ce système-là où on achète des joueurs, on les prolonge avec des salaires assez importants et ensuite on ne peut pas les revendre et on est en déficit structurel systématique. Donc voilà. Ça veut dire on achète Guendouzi 10 millions pour le revendre 30 millions l'année prochaine, me demande Taxolo. Bah, c'est un petit peu le concept, ouais. C'est le concept du trading. Et c'est comme ça que la majorité, que l'immense majorité des clubs en tout cas, équilibrent ses comptes, quoi, en fait. D'ailleurs, tiens, est-ce que vous voulez continuer? Parce que du coup, je peux vous lire un autre article que j'ai écrit cet été sur justement ce concept de trading et ce qui se passait à l'époque. Alors, je vais retrouver ça. Alors, on va aller le chercher à côté. Je ne sais pas si ça vous intéresse de continuer. On va faire un petit peu de rab et on va, comme ça, on va continuer à vous montrer un petit peu ce que l'on fait aussi au niveau des articles avec en bonus, avec en bonus une comparaison Balerdi-Zubar. Donc à partir de là, je pense que si vous n'avez pas si vous avez pas l'eau à la bouche là, vous ne l'aurez jamais. Comment ça s'appelait cet article attendez, hein, je retrouve ça. Mais je le cherche, hein, c'est pas. Ah merde. C'est que je suis pas très bon. Ah, bah, sur mon Twitter, je vais le retrouver. Désolé, hein, je prends un petit peu de temps et c'est pas très intéressant à suivre. Il faut que je retrouve cet article. Je sais plus comment je l'avais appelé parce que si je me souvenais du titre, j'aurais pu le retrouver plus facilement. C'est un long article aussi, donc qui parle de trading et de. Ça devait être. Oh putain, je fais beaucoup trop de tweets, hein. Faut m'arrêter parce que après quand tu dois retrouver des trucs, putain, c'est la misère.
23 novembre. Putain, ouais, c'est. Ah, voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ah non, c'est pas encore ça. Mon Dieu, faut que j'arrête d'aller sur Twitter, hein. Faut que j'arrête de faire des tweets à longueur de temps, hein. Euh, Enfin bref, là je suis un vrai streamer parce que des fois je regarde des streams et je me dis putain mais c'est de la folie quoi. Il y a des mecs qui sont ils sont devant leur truc et ils prennent leur café et tout, ils envoient des textos et les gens restent là. Ça m'a toujours épaté ça, mais là c'est un peu ce que je suis en train de faire, mesdames et messieurs. Euh, C'était putain de merde. Il faut que j'arrête de faire autant de tweets, c'est incroyable. Oh. Ouais, ça devait être. Voilà, je l'ai enfin retrouvé, ce satané article. Voilà. Allez, on va lire cet article qui s'appelle Les alléchantes promesses estivales de l'OM, donc qui avait été publié début septembre par un très bon journaliste, Mourad Hart. Franchement, je vous conseille d'acheter ses livres. Achetez ses livres. Donc c'était encore en pleine effervescence du début de saison où franchement on s'est régalé. Il se passe quelque chose à l'OM cette saison, quelque chose de différent, parce que bien sûr il se passe toujours quelque chose à l'OM, toujours, surtout en coulisses, beaucoup de choses toujours, et finalement pas grand-chose sur le terrain depuis un moment ou si peu. Par contre, toujours la même rengaine martelée un peu partout. Mais si, vous savez bien, à Marseille, la seule chose qui compte, c'est gagner. Alors il faut des joueurs expérimentés qui gagnent tout de suite. Sauf que les joueurs expérimentés qui vous font gagner tout, tout seul et tout de suite sont trop chers, toujours ou presque. Donc les autres joueurs expérimentés viennent mais ne gagnent pas, ou si peu. Donc crise, donc déficit, donc dirigeants virés. Mais cette saison, ce mois d'août 2021 charrie un autre parfum, celui de la promesse d'un futur enfin excitant. La promesse d'un futur économique tout d'abord. Heureusement, il y a d'autres choses tellement marseillaises qui ont-elles le bonheur de ne pas changer. Comme cette explosion de joie invraisemblable dans le parcage visiteur de la Mosson lorsque le fouetté de paillettes fit trembler les filets du pauvre Berthaud à la 80e minute de jeu de la première représentation officielle de la troupe du Sampaoli version 2021-2022. Il y a maintenant déjà plus d'un mois. Avec style, au bout des émotions, l'OM est allé chercher sa première victoire de la saison, 3-2 après avoir accusé un retard de 2 buts à la pause. Malheureusement, la légendaire ferveur olympienne n'est plus suffisante pour assurer l'équilibre financier et assumer les importants salaires de la pléthore de joueurs expérimentés jusqu'ici apparemment absolument nécessaires à la bonne conduite du club. Les gadins budgétaires répétés de l'ère héros sont là pour le confirmer. Avoir de grandes idées irréalisables, ne peut en aucun cas effacer la fatalité d'un modèle économique français reposant exagérément sur la vente de joueurs. Luc Arondel, économiste du sport au CNRS, dresse le panorama suivant. Depuis une dizaine d'années, et encore plus lors des 3 saisons précédant la Covid, la Ligue 1 a assuré son équilibre financier à travers ce que l'on pourrait appeler le trading joueur, même si il faut plutôt parler de la balance des transferts, car il ne faut pas oublier la formation française qui produit beaucoup de joueurs pour les clubs d'origine. Mais avant les résultats des mutations, le résultat global d'exploitation est largement déficitaire. Donc c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, le résultat global d'exploitation. Donc c'est la différence entre tes dépenses et tes recettes, tout simplement. Et en France, pour l'immense majorité des clubs, on dépense plus que l'on gagne. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on vend des joueurs pour réussir à équilibrer les comptes. À l'OM, l'ancien président Jacques-Henri Hérault avait une toute autre vision de la chose et promettait à son arrivée un autre modèle, un autre rêve. Comment se satisfaire d'équilibrer les comptes par la vente de talents, expliquait-il au temps en 2021, en 2017. Un modèle vertueux, ce serait que les jeunes joueurs restent plus dans les clubs français et que les clubs puissent, grâce à leurs revenus d'origine récurrente, s'économiser de devoir vendre. Il faut travailler, notamment sur les droits télé, définir une stratégie sur 10 ans et combler petit à petit notre retard. Donc c'est intéressant de relire cette déclat de notre ami Jacques-Henri Hérault,
Parce qu'en effet, en fait, il avait plein de grandes idées, mais qui sont difficilement réalisables, quoi. C'est-à-dire que lui il disait, comment ça, on va vendre nos joueurs, ça fonctionne pas. Il faut équilibrer nos comptes avec d'autres revenus, d'accord. Mais quel revenu? C'est un peu ça la question sur laquelle il s'est cassé les dents, notre ami Jacques Henry. Donc je lis vite hein, pour pas perdre tout le monde parce que je vois qu'il y a déjà plus personne. Sur le papier, ça avait de la gueule et ça a fait rêver l'intégralité de la cité phocéenne. Dans les faits, un peu moins, surtout après le fiasco Mediapro, mais même avant l'effondrement des droits télé, JHE semblait s'être résigné à entrer dans le monde de la dépendance à la balance des transferts, comme le prouve sa volonté de recruter au printemps 2020 un head of football qui afficherait des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés et serait un vrai responsable de PNL, Profit and Loss. Ça, c'est tiré de l'annonce LinkedIn complètement lunaire qu'il avait fait notre ami Jackie. Une révolution des cyprès plus tard, ce Pablo Longoria, tout juste recruté en tant que Head of Football, se verra propulsé Head of OM à la place d'Hérault et lancera rapidement ses grandes manœuvres. Dès l'été 2021, l'effectif du club marseillais parvient à s'extirper du fond du classement des équipes les plus âgées de Ligue 1. 16e en 2017-2018 et 2018-2019, 15e en 2019-2020, 17e en 2020-2021, 8e en 2021-2022. C'est-à-dire que ça, j'ai été voir sur Transfermarkt, donc il y a peut-être des marges d'erreur, mais dans tous les cas, encore une fois, sur la visibilité, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que sur les 20 effectifs de Ligue 1, l'OM avait le 16e effectif le plus âgé en 2017, enfin en 2018 et en 2019, le 15e sur 20 le plus âgé en 2019-2020, le 17e en 2020-2021 et le 8e en 2021-2022. C'est-à-dire qu'on a fait un énorme bond. C'est-à-dire que là, sur ce classement-là, si on repart du classement, on avait vraiment l'un des effectifs les plus vieux, les plus âgés et qui répondait parfaitement à cette logique que l'on entend partout. Il faut des joueurs expérimentés pour gagner à l'OM. Sauf que ces joueurs expérimentés, c'est les joueurs de second rang. Parce que les joueurs expérimentés de premier rang, ils sont au Real, ils sont au PSG, ils sont pas à l'OM, ils sont trop chers pour nous. Le changement est radical. Les profils des joueurs hameçonnés vers le Vieux-Port n'ont plus grand-chose à voir avec ceux des Valère Germain, Kevin Strootman et autres Dario Benedetto à la carrière déjà bien entamée lors de leurs arrivées respectives à la commanderie. Balerdi, Gendouzi, De La Fuente, Schengi, Zunder présentent tous de sérieux espoirs de culbute financière à l'avenir. Même l'onéreux Paris Gerson pourrait être plus que rentable s'il venait à concrétiser les énormes espoirs placés en lui par ses nouveaux employeurs. Ce virage dans le recrutement serait-il la preuve que l'OM est enfin entré dans le football moderne? Arondel, également co-auteur de l'excellent L'argent du football, hésite. C'est un excellent bouquin en plus qui est disponible gratuitement en PDF sur internet si vous tapez L'argent du football, Arondel et du haut toit, vous le trouverez en PDF. Donc Arondel me dit: ce qu'il faut faire, c'est se replacer dans l'évolution du football depuis les années 90, partir de l'arrêt Bosman jusqu'à aujourd'hui et constater l'évolution des compétitions, le développement d'un foot à deux vitesses entre les 8 qui font les quarts de finale de la Ligue des Champions et les autres, sans oublier l'arrivée des fonds d'investissement ou propriétaires américains qui sont dans des logiques économiques complètement différentes. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en cause lorsque l'on parle de la modernité du football. Donc là, on retombe un petit peu sur ce dont on parlait quelque part avec les équipementiers. C'est pas tout à fait la même chose, mais on voit encore cette importance qu'a la Ligue des Champions, qu'a aller loin dans ces contextes-là. D'ailleurs, je vois que je vous ai mis l'article en tout petit. Je vais rectifier ça et cacher un peu ma gueule. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, on continue. Et justement, par rapport à cet ensemble de choses, la situation financière de l'OM et de son propriétaire ne le force-t-il pas à se positionner vers du trading plutôt que comme un quart de finaliste régulier de Ligue des Champions qui ne joue jamais les quarts de finale de la Ligue des Champions? Sans doute, abonde un peu résigné Luc Arondel. Il faut avoir à l'idée un certain positionnement économique, mais il ne faut pas que la gestion d'un club ne se réduise à ça. Si en France nous devenons de simples usines à joueurs, ce sera un peu triste. Attention aussi à la grande part d'aléatoire sportif lorsque l'on part sur une politique de trading. C'est-à-dire que Luc Arondel, qui est un économiste qui est très sympa, comme Richard Duhautois d'ailleurs,
c'est quand même aussi un amoureux du football. Et en effet, être une usine à joueurs, c'est triste. Mais comme il le dit, il faut avoir à l'idée un certain positionnement économique. Et l'OM, son positionnement économique jusqu'ici, ça a été on est un gros club, on va gagner, on a besoin de joueurs. De joueurs expérimentés, mais tu gagnais pas et tu comprenais pas que ces joueurs expérimentés que tu prenais te coûtaient très cher et ne te faisaient pas gagner. Donc il fallait changer. Enfin, peut-être pas pour du trading, mais en tout cas, il fallait changer, faire autre chose. L'AS Monaco de Ribolovlev, alternant entre le sublime, le grotesque et le très bon, illustre à merveille le manque de stabilité possible de ce modèle. Comment donc mener à bien l'OM Trading Project dans un contexte bien plus exigeant que le feutré Stade Louis II? La promesse de l'entraîneur idoine. Cet été, lors du Liga MX Summit 2021, Pablo Longoria a été très clair sur l'élément clé indispensable à la réussite de son entreprise. Pour moi, l'un des aspects les plus importants lorsque l'on veut valoriser son effectif, c'est le choix de l'entraîneur. C'est lui qui peut valoriser beaucoup de tes joueurs. Difficile de lui donner tort lorsque l'on connaît certains entraîneurs qui ont du mal avec les jeunes joueurs et lorsque l'on sait que les joueurs que l'on peut valoriser, c'est principalement les jeunes joueurs. L'entraîneur, justement, a lui aussi changé dans le sillage de la prise de pouvoir de Longoria. C'est Jorge Sampaoli, coach bouillonnant, adepte du jeu offensif, qui s'est vu offrir le rôle. Cette saison ne me fait pas peur parce qu'on a un homme à poigne à la tête du sportif. Sampaoli, s'enthousiasme Titi. C'est toi le boss. Supporter et star d'un autre genre du mercato olympien. Il ne va faire aucun cadeau. Cadre ou pas cadre, il te mettra sur le banc. Il n'y a qu'à voir Payet, comme avec Bielsa. Car oui, chez les supporters, bien avant d'éventuels fantasmes budgétaires, le bouillonnant argentin déclenche surtout un espoir fou, celui de revivre les émotions de la saison Bielsa. Parce que, souvenez-vous, en août, on était en effet parti là-dessus. Difficile de ne pas y avoir pensé au coup d'envoi du premier match officiel de la saison au Vélodrome avec la réception des Girondins de Bordeaux en J2. Une fournaise. L'ambiance était dantesque, les chants, les cris retrouvés des 50 000 spectateurs massés dans l'enceinte du boulevard Michelet assourdissant de bonheur. Leur puissance émotionnelle ringardise complètement les pauvres effets de lumière des onéreuses LED. L'exaltation qui suit l'ouverture du score marseillais suite à une combinaison entre trois recrues, Konrad, Gerson et Cengiz Under, fait chavirer une première fois le stade, puis le second but local, inscrit en solo par ce désormais vétéran de Payet, offre une joie annonciatrice d'une soirée parfaite. À la mi-temps, l'OM mène de 2 buts, mais finira par perdre 2 points lors du second acte. Score final 2-2. La fête est un peu gâchée, mais ce fut quand même une sacrée fête. Après la rencontre, le système de Sampaoli sans latéraux, de métier ou attaquant de pointe fixe est au centre de toutes les conversations. Il est rapidement désigné coupable des 0,76 expected goals concédés au premier match et 0,32 expected goals au second, ayant entraîné 4 buts concédés. Ce cadre tactique ambitieux mais misant franchement sur le déséquilibre déboussole les journalistes suiveurs du club plus habitués ces dernières saisons à la grande orthodoxie de Villas-Boas dans ce secteur. Mais ce cadre, ces ambitions, sont-elles ce dont a besoin le wagon de jeunes néo-olympiens pour s'épanouir? En clair, Sampaoli est-il un bon choix pour valoriser cet effectif? Sur le sujet, Antonio Salamanca, scout professionnel depuis plusieurs décennies, fait toute confiance à Longoria. Je regarde si vous êtes encore là. Bonsoir, moi, ça va. Vous êtes encore là, vous êtes encore 95, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que nous dit Antonio Salamanca? Personne mieux que Pablo ne le sait, ça. Il a eu quelque part de la chance de pouvoir choisir un coach. Il a eu le temps d'étudier les profils et de définir le profil de l'entraîneur qui conviendrait le mieux à la philosophie qu'il veut imposer au club. Connaissant un peu Pablo, il n'a pas dû prendre cette décision à la légère. C'est une décision posée, réfléchie et j'ai envie de dire intelligente. Et puis, il y a la fibre offensive, la volonté d'être en surnombre dans les 30 derniers mètres, de frapper, de marquer, de faire exulter ses supporters. Tant pis pour l'équilibre défensif, si cher à notre vision nationale du football. On voit qu'en quelques mois plus tard, on en est loin. Ronald Zubar, ex-jeune prospect, arrivé à l'OM à 20 ans en 2006, y a connu un autre entraîneur adoré des supporters en son temps, lui aussi adepte d'un jeu porté vers l'avant. Donc il faut se souvenir que lorsque Ronald Zubar arrive à l'OM, c'est l'un des défenseurs centraux français les plus prometteurs de sa génération et que tout le monde a hâte de le voir grandir. Alors, il n'a pas forcément grandi comme on l'attendait parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais pourtant il a eu la chance de rencontrer Eric Guéretz. Il se souvient de la symbiose presque instantanée entre le coach, les joueurs et le public. Dès les premiers entraînements, on a compris ce qu'il voulait faire. Aller de l'avant, prendre des risques, aller gagner des coups de pied arrêtés et ça nous a plu. On a gagné et perdu des matchs à cause de ça, mais droit au but, quoi. Ce jeu offensif a attiré le public qui a répondu présent, qui aime forcément ça. Mais attention, tous les coachs qui arrivent à Marseille parlent de ça, puis après quelques résultats défavorables, commencent à penser avant tout aux résultats. Avec Guéret, c'était le contraire. Même après des victoires où on n'avait pas assez produit, il nous le faisait comprendre. Le public a aimé ça.
Ça, ça fait réfléchir. La promesse du panache sur le terrain n'est donc pas nouvelle à Marseille. Elle semble juste faire son retour. Et si elle permet en plus de valoriser l'effectif, la promesse de l'unité. Lors de son passage marseillais, le Lion de Requem avait déclaré à la suite d'un match houleux contre Sochaux: si quelqu'un touche à mes joueurs, je suis prêt à tuer. Sacré Eric. Sampaoli ne doit pas en penser moins. Dans tous les cas, lors de la J3, alors que de violents affrontements avec les supporters niçois ainsi que l'équipe adverse éclatent, le coach argentin et son staff partent à la bataille avec leurs joueurs. Un triste épisode n'ayant rien à faire dans un stade de foot qui rappelle cependant le caractère si particulier dans le paysage du football français. Un titre de champion de France en 28 ans peut-être, mais la quasi-totalité des supporters adverses ayant ou s'imaginant une rivalité avec le club phocéen. À Montpellier, déjà en J1, Valentin Rongier avait reçu une bouteille d'eau en pleine tête. Cette fois-ci, c'est Dimitri Payet qui, touché par le même type de projectile au dos, pète les plombs et envoie vers la tribune ce satané emballage plastique encore à moitié plein. Bagarre générale, match interrompu et refus des Marseillais de reprendre la partie malgré l'insistance du camp niçois. Pas grave, si cet épisode renvoie l'OM vers le hors-terrain, il a aussi le don de souder toutes les composantes du club. Moins d'une semaine plus tard, dans un Vel en ébullition, les South Winners déploient une banderole avec le message suivant: direction, staff et joueurs, fiers de vous. Alors que plus bas, le commando ultra rappelle à tout le monde: le monde a changé, pas nous. Ça, c'était magnifique. Le bruit, la fureur offensive se déchaînant à nouveau sur la pelouse, mais cette fois, les 1,23 expected goals de Saint-Etienne ne suffiront pas à gâcher la fête. Les partenaires d'un grand Payet s'imposent 3-1 et rendent à ce début de saison l'image qu'ils n'auraient jamais dû perdre, celui d'une équipe joueuse, se projetant en masse dans la surface adverse, encouragée par tout un peuple, enfin à l'unisson avec ses dirigeants et la volonté de son entraîneur. La promesse d'une unité durable au sein d'une institution trop souvent tiraillée par les conflits internes. On arrive bientôt à la fin. Il était long cet article. Il est très tôt pour le dire. Il est trop tôt pour le dire. Le traditionnel et organique contexte explosif autour de l'OM rend toute projection incertaine. Par exemple, ces 2 dernières sorties se sont faites sans l'un des investissements importants de l'été, Leonardo Balerdi expulsé en fin de partie contre Bordeaux. L'une des limites du projet Longoria, le défenseur argentin a en effet la fâcheuse tendance à briller la majeure partie du temps, mais à ternir des prestations de triste bourde gâchant l'ensemble. Ce reproche a souvent été fait à Ronald Zubar lorsqu'il évoluait en bleu et en blanc. Le Guadeloupéen esquisse d'ailleurs un sourire lorsque l'on lui soumet la comparaison. C'est clairement ça. Je me revois un peu là-dedans, notamment sur des situations où, à force de trop vouloir aller de l'avant, on a une perte de balle qui peut mettre l'équipe en difficulté. À écouter l'ancien international espoir, le rôle de Sampaoli risque encore d'être prépondérant dans cette histoire. Clairement, le coach, c'est le pilote. Avec Guéret, je pense que ce qui a compté aussi, c'est qu'ils viennent de l'étranger et de pays où on a tendance à plus jouer qu'en France. Et même à le faire avec des jeunes. Au quotidien, ils voyaient ce qu'on produisait à l'entraînement et nous répétaient donc qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne parvienne pas à le répéter le week-end en match. C'est une histoire de confiance et de communication avec des mots justes. Difficile de dire en cette fin d'été si la saison de l'OM s'achèvera de manière satisfaisante dans l'unité ou même si Jorge Sampaoli trouvera les mots justes pour que Leonardo Balerdi finisse par confirmer les promesses entrevues chez lui. Mais ce début de saison ressemble en tout cas à une belle promesse que les supporters ont envie de vivre quelle qu'en soit l'issue. Il se passe décidément toujours quelque chose à l'OM, mais cette saison, ça risque d'enfin se passer sur le terrain. Vivement la suite, vivement samedi. C'était long. Donc on va, voilà, ça c'était un autre article que donc j'avais écrit en début de saison. Je vais vous laisser là parce que ça fait plus d'1 heure et demie qu'on parle et c'est pour vous montrer aussi, c'est aussi un peu pour mettre en avant le contenu qu'on essaye de produire avec ce site payant parce que je pense que c'est important. Je comprends aussi qu'il y en a certains qui se disent ok, mais pourquoi je vais m'abonner, pourquoi je vais soutenir FCM? C'est parce que c'est pour produire ce genre de contenu qui sinon voilà, ça coûte cher à produire, ça met du temps à produire et ça rapporte pas beaucoup d'argent. Donc voilà, je me suis dit j'allais faire quelques lives, montrer un petit peu ce qu'on peut aussi produire sur Football Club de Marseille. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir, c'est sur FCM, les abonnements, tout ça. Et je regarde un petit peu ce que vous dites dans le chat. Bonsoir à toi aussi, Al Dakar. Il y a une raison pour laquelle Bard disait machin. Est-ce qu'il va rester plus d'1 an? Je ne crois pas du tout que Sampaoli reste longtemps à l'OM. En regardant sa carrière en club, il n'est jamais resté plus d'1 an dans un club. En juin prochain, ça fera 1 an et demi qu'il est là. On verra bien, Sabri, mais je suis pas sûr que c'est Longoria qui en décide. Mais peut-être aussi que s'il s'embête à construire une équipe, parce que là, finalement, ce que l'on voit,
c'est qu'en décembre, il a avancé dans son projet, mais que c'est pas terminé. Peut-être que si en juin, il voit que son projet, il est bien avancé, il va peut-être vouloir rester une saison de plus pour faire joujou avec son équipe qu'il a construit, avec les principes de jeu que les joueurs ont intériorisés. Mais en effet, c'est pas ce que prône son historique. Après, Bielsa, il restait aussi difficilement plus d'un an dans un club. Et en fait, là, il reste depuis 4 ans à Leeds. Donc, parce que on lui donne ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, donc peut-être que Sampaoli peut partir dans ce genre de truc aussi. En tous les cas, je comprends les gens qui ont du mal à le voir s'installer plus d'un an, mais je comprends aussi ceux qui ont l'espoir qu'il le fasse. En tout cas, en fait, je sais pas aussi parce que c'est vrai que sa cote de popularité a un peu baissé. Moi, j'espère qu'on va s'amuser en seconde partie de saison et que ce qu'il construit va être plus abouti et qu'on va avoir plus de football parce que c'est ça qui manque un petit peu, c'est de voir du football offensif, de voir des occasions. Parce que du football, on en voit, mais parfois du football un peu négatif où on confisque le ballon et où on ne fait pas grand-chose. Donc là, si on peut faire quelque chose du ballon, bah, ça ferait plaisir à tout le monde. Donc voilà, messieurs. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt, soit en tout début d'année prochaine, soit dans quelques jours. On verra selon mes envies, selon ma partie de Football Manager, selon si j'arrive à faire remonter Nice en Ligue 1 ou Sheffield Wednesday. J'ai commencé une partie avec Sheffield Wednesday, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie d'être resté avec moi pour ce long live et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.